merci à vous effectivement de vous être déplacé pour rencontrer Marcus, qui est donc avec nous aujourd'hui, Marcus Malt. Vous nous avez embarqué, j'ai envie de dire, dans cette fable politique, sociale, une satire sociale avec un humour décalé, second degré, on peut le dire. Voilà. Merci pour ce roman, moi je dirais stimulant, impactant, amusant, enivrant, rempli d'allusions musicales, rythmées et au fond très actuelles. Votre style mêle souvent différents genres, offrant des récits riches et plutôt très variés. Il écrit également pour la jeunesse, hein, c'est important de le rappeler. On en parlera à la fin d'ailleurs, avec des albums et des romans qui sont destinés aux plus jeunes. C'est très important pour vous aussi hein, de vous tourner vers ce public plus jeune, collégien. Entre le conte et la fable, fable politique et sociale, moi j'ai presque envie de commencer par la première ligne, le tout début. Je vais lire quelque chose, je vais lire le début de votre bouquin, mais ce n'est pas par hasard que j'ai décidé de faire ça, parce que moi je suis un peu avec vous depuis quelques jours, quelques semaines presque. J'ai appris plein de choses et j'ai surtout appris, alors vous allez peut-être pouvoir confirmer ça, qu'en fait vous commencez votre livre à partir des premiers mots que vous allez coucher. En fait, vous ne savez pas où vous allez. Et c'est ces premières lignes qui vont vous embarquer, vous, l'écrivain, puis nous, évidemment. C'est vrai? C'est comme ça que ça se passe? Oui, c'est absolument comme ça, sauf que, en l'occurrence, les premières lignes que vous allez lire ne sont pas les vraies premières lignes. Alors là, vous me piégez. C'est pas cool. Eh oui. Ça, ce sont des premières lignes que j'ai rajoutées après, donc c'est pas parti exactement de là. C'est vrai, c'est parti d'où alors? Les vraies premières lignes, je vous dirai lesquelles c'est après, si vous voulez. Mais vous allez les lire alors? Non. Mais enfin, je crois pas. Mais... Alors moi, je lis ce que je pensais être les premières lignes, mais qui sont quand même dans le bouquin les premières lignes, on est d'accord. Univers, on te dit infini, on te dit insondable et incommensurable. On te dit en expansion. Ton nez s'allonge, ta queue aussi. Par n'importe quel bout, quand on te prenne, tu t'étales, tu grandis, tu grossis, tu t'octroies toute la place, tu dépasses les bornes. C'est tout toi, ça. Égocentrique, vorace, autophage. Tu accapares, peuplé de géantes et de naines, gorgé de trous noirs et de planètes luminescentes et d'incandescences comètes. Des myriades, milliards et milliards de milliards, mais rien à ton échelle. Rien du tout. Moucheron, poussière, que dalle. Univers. Vous voyez comme vous nous embarquez? Le rythme? Est-ce que je lis bien? Oui, c'est ça, c'est une espèce d'incantation. Ouais, Mais alors ça, c'est un passage qui n'a pas directement de lien avec tout le reste. Mais c'est vrai. Oui, c'est une sorte de prélude comme ça. Je sais pas, je pourrais pas vous expliquer pourquoi j'ai mis ça, en fait. Ça fait partie de ces trucs que j'écris parfois, que j'insère dans les romans, qui n'ont pas un lien direct avec l'intrigue, avec ce qui se passe, mais qui me plaisent. Donc... en général, j'essaie de faire ce qui me plaît. Et puis, il y a quelque chose qui vous agaçait dans cet univers? Non, je ne sais pas, j'avais envie qu'il y ait une forme de rythme comme ça et d'incantation directe comme ça. Et assez général, puisqu'on parle de l'univers, même si on se rend compte qu'après, l'univers, justement, est partagé en deux. Et finalement, bon... ça a quand même un petit lien, ça présente une histoire où, effectivement, il y a presque deux mondes parallèles, quoi. Le monde des nantis et le monde de ceux qui n'ont rien ou très peu. Et donc, on est quand même quelque part là-dedans. Mais voilà, c'est une sorte de chapeau, quoi, de truc général comme ça, dont j'ai senti le besoin, mais sans pouvoir vraiment l'expliquer. Donc la vraie première phrase du roman, c'est la scène qui suit ce prélude, qui n'est pas long, ça fait 2 pages ou un truc comme ça. Et donc la première ligne, je m'en souviens, la première phrase, c'est l'homme a les 2 pieds dans la tombe. Voilà. Je lis celle-là. Donc effectivement, j'ai démarré de là. J'ai écrit ce truc parce que ça sonnait bien, ça me plaisait. L'homme a les 2 pieds dans la tombe. Nous sommes au milieu de la matinée. Il fait pas loin de 25 degrés et il sue à grosses gouttes. De temps en temps, il lâche le manche de sa pelle pour s'essuyer le front d'un coup d'avant-bras. Sa peau sombre, lui, comme la coque d'une châtaigne. Par chance, il a plu 2 jours auparavant et la terre est encore meuble. Dans les grosses pelletées qu'il soulève, on voit se tortiller de longs tronçons de lombric mauve. Il en détourne les yeux. Tout ce qui est de mature, rampante, l'a toujours fait frémir, de dégoût, de peur. La perspective d'être lui-même, inhumé et dévoré par les vers et autres créatures de la même engeance, lui est insupportable.
Donc c'est parti de là. Voilà, c'est parti de là, c'est parti de ce type qui est dans la tombe. Et effectivement, moi j'aime bien parce que quand j'écris ça, je n'ai absolument aucune idée de qui est cet homme et pourquoi il est dans la tombe. Et donc il faut que je cherche une explication à ça. Enfin, il faut que je comprenne moi-même ce qu'il fait là. Et puis, donc voilà, ça m'oblige à aller découvrir des choses finalement. Et je suis un peu dans la position du lecteur qui va au départ découvrir petit à petit ce qui se passe. Moi, j'en suis au même stade que lui au début. Je ne sais absolument rien de ce qui va arriver, ou quasiment rien, parce que... Pour l'instant, vous n'avez pas divisé les mondes encore. On est les deux classes, hein, on est d'accord. Alors, c'est encore pire que ça, parce que pour ce bouquin-là, ces premières scènes, celle-ci en particulier, puis d'autres scènes qui concernent toute cette bande-là de pieds nickelés, on va dire, en fait, je les ai écrits il y a très longtemps. Il y a peut-être 15 ans que j'ai écrit ces scènes-là. Et je les avais laissées de côté parce que, voilà, parce que ça arrive assez régulièrement. À un moment donné, je me trouve devant une sorte d'impasse et voilà, je ne vois pas où je peux aller, je ne vois pas ce que je peux faire avec ça. Donc finalement, je laisse tomber, je le mets de côté. Et j'y suis revenu beaucoup plus tard, donc peut-être 10 ou 15 ans après, je ne me souviens plus exactement, mais et c'est assez mystérieux, le déclic qui s'est fait. En fait, j'ai recommencé à penser à ce roman à partir en gros, des mouvements sociaux, des Gilets jaunes, de tous ces... Oui, j'allais dire, il y a cette le période-là. climat social qui vous a... Et il s'est passé un truc dans ma tête et j'ai fait un lien entre les deux, finalement, entre ce que je voyais, là, les mouvements sociaux, et surtout ce qui m'a choqué là-dedans, ce qui m'intéressait, c'était les mouvements eux-mêmes, mais ce qui m'a heurté et choqué, c'était la manière surtout dont nos gouvernants ont répondu à ces mouvements, c'est-à-dire d'une manière que j'ai trouvée très, très brutale, très violente, qui m'ont heurté, quoi. Et donc voilà, j'ai fait un lien avec ces quelques scènes que j'avais écrites et qui racontaient un peu la vie de gens qui sont un peu à la marge, des marginaux comme ça, qui se regroupent dans une espèce de refuge, dans un vieux manoir, etc. Et qui sont des gens du petit peuple, quoi, qui vivent d'expédients, qui essayent de s'en sortir dans la vie, des gens assez cabossés, etc. Et voilà, j'ai fait un lien avec ça, et c'est là que j'ai compris justement qu'il ne fallait pas que je parle que de ce côté. Parce que, en gros, le roman se raconte de deux points de vue. Du point de vue de ceux qui sont au pouvoir, qui gouvernent le pays, et qui sont les possédants, les nantis, etc. Et puis, d'un autre côté, cette bande donc, de marginaux, de petites gens qui représente en quelque sorte ce qu'on appelle le petit peuple, quoi. Ouais. Mais au départ, j'avais que ce point de vue-là du petit peuple, et c'est là que j'ai compris qu'il fallait que je parle aussi de l'autre côté. Des autres côtés. Voilà. Ouais. Et du coup, je suis reparti de là-dessus. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai eu besoin d'un nouveau départ, donc du prélude que vous avez lu. Oui, ça sonne un peu comme une piqûre de rappel, ouais, un petit peu sur les inégalités, effectivement, et puis toutes ces tensions sociales dont vous évoquez, effectivement, les Gilets jaunes. On a vraiment l'impression tout à coup de rebasculer un peu dans cet univers, pour le coup. Oui. Je me permets. Oui, vous pouvez. Voilà, donc cet univers un peu compliqué entre, comme vous le dites, hein, les nantis. Donc j'aimerais bien qu'on parle un petit peu en quelques mots, qu'on résume ce livre. Alors évidemment, on va pas tout raconter, mais c'est important de revenir peut-être sur ces deux bandes, j'ai envie de dire, cette bande. Moi, j'aime beaucoup, hein, ils m'ont beaucoup amusé. Il y a plusieurs personnages, déjà rien que les noms que vous allez leur attribuer, enfin tout ça, vous avez dû follement vous amuser, parce que 2 ans quand même, hein, pour le mettre oui, pour un peu plus de 2 ans même. Mais oui. Vous dites que vous n'avez pas de technique, mais quand même. Je me suis... j'essaye maintenant, plus ou moins, j'essaye tout le temps, mais de prendre du plaisir effectivement à écrire, que ce ne soit pas que quelque chose de difficile et de laborieux, parce que c'est difficile et laborieux pour moi d'écrire. Donc, il faut quand même que j'en tire un petit plaisir, sinon, c'est pas pour l'argent que ça me rapporte que je vais continuer. Donc, voilà, il faut que j'y trouve du plaisir. Donc,
d'une manière ou d'une autre, là, effectivement, je suis allé vers un genre, un style qui est plutôt drôle. J'ai oui. essayé de faire quelque chose de drôle, ce qui n'est pas toujours fréquent chez moi non plus. Vous n'êtes pas Mais drôle, là. en général, je ne suis pas très drôle, non. Mais depuis quelques bouquins, je trouve que l'humour prend de plus en plus de place. Ah, c'est important, je trouve. Alors je sais pas, c'est peut-être que je suis de plus en plus désespéré, donc Ouais, que vous êtes j'essaie pessimiste, hein. de déguiser ça sous forme d'humour et de rire. Là, voilà, j'avais vraiment envie d'écrire une farce, en fait. Une farce. Moi, quand je pense à ce livre, je pense à une farce, même si le sujet, au fond, est assez grave, est assez sérieux. J'avais vraiment envie de le traiter d'une manière drôle et plus spécifiquement du côté farce, oui, le côté, c'est-à-dire un humour, mais un humour, tout à l'heure vous parliez de second degré, il n'y a pas que du second degré, il y a aussi du premier degré. Du vrai premier degré, Il oui. y a des calembours qui ne sont pas toujours très... Ah, ça envoie, on pourrait dire, hein. Mais j'assume, quoi. Voilà, j'avais envie de ça. J'avais envie de cet humour un peu truculent, mettre un les peu pieds dans le plat, un peu. grotesque. Voilà, exactement. Hein, je pense, hein. Donc, bon, quand je me décide à faire quelque chose, j'essaie de le faire à fond. Donc voilà, je suis allé à fond dans ce registre-là. Je vous rassure, enfin je vous rassure, je ne sais pas si c'est rassurant, mais les prochains ne seront pas comme ça. Ah Je bon? pense qu'on a fini de rigoler là. Ah bah mince. Si vous voulez vous marrer, c'est maintenant ou jamais, parce qu'après... Bah là, vous nous faites rire, en tout cas. Ouais, donc voilà, donc j'avais envie de parler de choses sérieuses, mais sur un ton humoristique et que les gens... que les gens sourient ou rigolent en lisant le bouquin, quoi. Ouais, il y a peut-être un Ce côté qui un est peu... très, très difficile en même temps. C'est aussi pour ça que j'ai mis du temps à venir à l'humour, parce que c'est extrêmement difficile. Vous êtes revenu souvent sur ce que vous écriviez? Ouais, énormément. Ouais, Ouais. c'est ça. Ouais. Bah, en règle générale, je réécris et je retravaille énormément tous les textes, mais en particulier, effectivement, quand il s'agit d'arracher un sourire ou un rire au lecteur, il faut vraiment tailler. Moi, j'ai rigolé, hein. Ouais, Mais je ne sais pas s'il y en a qui l'ont si lu. si ça marche, tant Parce que mieux. Mais nous, on a échangé, on a tous rigolé quand même, hein. mais voilà, pour faire en sorte justement que vous rigoliez, moi je rigole pas, quoi. Mais les retours que vous avez eus, de toute façon, ils ont été comme ça, dans ce sens-là, non? Je pense que vous avez fait... Allez, vous avez amusé quand même les gens avec ce livre. Oui, Même si il y a des choses la qui sont plupart dures, des gens, effectivement, les retours que j'ai, ce sont des retours où les gens me disent qu'ils se sont bien marrés, ouais, et j'en suis très heureux, parce que voilà, ça me rassure d'une certaine manière, et je me dis, bon, bah, j'ai pas bossé pour rien, quoi. Puis c'est vrai que c'est agréable de faire rire, comme je disais tout à l'heure. Au départ, c'est pas mes bouquins, c'est pas franchement des livres où on se poile, quoi, hein. C'est plutôt noir et plutôt rude, etc. Et encore une fois, le fond est encore assez noir, je trouve. Mais voilà, c'est un autre registre, un autre ton que j'ai voulu essayer. Et ben voilà, si ça fonctionne, ben c'est super. Bon, ça va fonctionner. Si on revenait donc maintenant sur effectivement, je dirais, sur les différentes scènes de tournage. Il y a un petit côté théâtral, moi, j'ai trouvé quand même dans... Non? Oui? Théâtral, je sais pas. Alors on me dit cinématographique, on me dit parce que vous théâtral. avez forcément un passé... Moi, j'espère surtout que c'est littéraire. Mais c'est littéraire. Moi, je dirais même que c'est musical, pardon. Mais voilà, littéraire et musical. Alors c'est effectivement curieux, parce qu'on parle souvent d'un style cinématographique, alors que moi, j'écris essentiellement à l'oreille. Donc, mais en même temps, je comprends, parce que... Ça veut dire quoi, écrire à l'oreille? Comme la musique, hein, ça veut dire que j'ai besoin que ça sonne avant tout. C'est mon premier critère, c'est il faut que ça sonne. C'est pas l'idée, c'est pas le truc, c'est le son. Donc je travaille sur le son, le rythme. Je reste persuadé que c'est la première chose qui va toucher le lecteur, en fait. Comme la musique, quand vous écoutez un air de musique, je sais pas, que ce soit de Mozart ou de Charlie Parker, je ne suis pas du tout en train de me comparer à eux, hein, mais c'est pour expliquer. Parce que vous étiez dans le jazz, hein, vous.
Ouais, plutôt. Voilà, vous entendez cette musique, donc je ne parle pas de chansons, parce que des chansons, il y a des paroles, donc on peut se dire on est touché par les paroles, mais quand vous comptez des musiques vraiment sans paroles, qu'est-ce qu'il y a là-dedans de très mystérieux finalement, je trouve, qui fait que vous allez ressentir une émotion, que vous allez vibrer, quoi, qu'il y a un truc, c'est quoi Et qui même vous le fait ça? titre, Aux marges du palais, je ne Ouais, sais pas si mais il effectivement, fait référence, c'est c'est les compagnons de la chanson. ouais, tout à fait. Il y a beaucoup de références musicales dans plein de mes bouquins, et au-delà des références musicales, il y a vraiment dans la manière d'écrire des choses, c'est comme si je prenais une guitare ou un piano et voilà, je gratouille en essayant de trouver d'abord une mélodie, d'abord une harmonie, et après éventuellement un sens. Mais par contre, vous écrivez sans musique. Ah, je n'écris jamais avec la musique, puisque c'est comme si je composais de C'est la vous qui allez musique, la donc je ne peux pas composer. écouter de la Voilà. musique en composant une autre, c'est pas possible. Donc j'en écoute pas mal, mais avant ou après, mais jamais en écrivant. Non. Vous vous enfermez quand vous êtes en mode écriture? Vous êtes Ouais, je suis accessible? plutôt isolé, oui. Plutôt isolé. Mm. Alors, ce pays fictif, il ressemble à quoi, cette république médiocratique? Alors donc on n'est pas en France, hein, que les choses soient claires. Difficile à prononcer d'ailleurs le nom, hein. Il est fait pour être imprononçable normalement. D'accord. Donc on est dans une république imaginaire qui s'appelle la République médiocratique de la France. D'accord. On Ça me va dire ça rassure. comme ça. On va dire ça comme ça. Voilà, donc qui est gouverné par un homme qu'on appelle l'archimaréchal Herbert Robert, qui est à la fois alors qui n'est pas un dictateur, enfin, qui n'est pas réellement un dictateur puisqu'on est dans une république, hein, mais qui est un homme élu avec 91% d'abstention, mais élu quand même. Et même s'il est le seul à se présenter, on ne peut pas dire qu'il n'a pas été élu. Et en même temps, voilà, c'est lui qui est le chef qui est le président directeur général de cette République, et qui est en même temps une espèce de fantoche, parce que celui qui tire les ficelles dans l'ombre, c'est plutôt son conseiller, donc Il porte un joli nom d'ailleurs. Hein, Il porte un joli nom. ouais, il s'appelle Gabriel Pipodi. Pipodi. Voilà, Pipodi. Et Ça donc pipote. c'est cet homme, un jeune homme intelligent et assez fourbe, hein, comme on imagine les conseillers dans l'ombre, qui manipule un petit peu l'archimaréchal et qui impose finalement d'une manière assez sournoise tous ses points de vue, quoi, et sa politique à lui. Voilà, donc on suit, ils habitent dans le château, et une autre personne importante de ce côté-là, de leur côté à eux, c'est la fille de l'archimaréchal, Annette. qu'on surnomme Annette, et qui est avec sa servante, sa confidente, qui s'appelle Chantal. Cette jeune fille a 16 ans, elle n'a pas le droit de sortir du palais, donc depuis 16 ans, elle est enfermée dans cette prison dorée. Et son plus grand désir, effectivement, c'est de voir le monde, quoi, de découvrir un petit peu ce qu'il y a à l'extérieur. Et donc, elle va manigancer une sortie avec l'aide de sa servante, Chantal. Et c'est finalement Annette et Chantal, ce sont elles qui vont faire le lien avec l'autre Groupe, en fait. l'autre groupe, Enfin, si on peut dire, ouais. effectivement, qui eux sont je sais pas trop une espèce de petit phalanstère, ou oui, un petit groupe de marginaux, comme je disais tout à l'heure, donc des gens qui ne se connaissent pas au départ, mais qui se sont regroupés parce qu'ils ont tous eu des problèmes à un moment donné dans leur vie, et puis voilà, ils ont trouvé finalement une forme de refuge, de foyer, comme ça, Oh, ça rigole, hein. dans un vieux manoir d'Hécatie qui appartient à celle qui chapeaute un petit peu tout ce groupe et qu'on appelle la baronne, donc qui est une femme de poids, on peut dire, Ouais, on peut le dans dire. tous les sens du terme. Et voilà, donc ils viennent de milieux différents, mais comme je disais, tous, ce sont des gens que
la vie à cabosser, à bousculer. Alors, Oui, ils ont tous leur histoire. c'est Oui. pas des petits saints. Hein, je tenais à ce qu'ils ne soient pas des petits saints. Justement, ce sont des gens qui sont plutôt hors la loi en général, qui sont des escrocs ou qui vivent voilà, de choses interdites par la loi. C'est des hors-la-loi. Ce sont oui, parfois même des criminels, quoi, on peut dire. Mais finalement, on va s'apercevoir que ces gens-là, d'une certaine façon, ont peut-être plus de morale que ceux Je dirais même d'intelligence. qui gouvernent notre pays et qui sont censés donner l'exemple, quoi. Et donc, c'est de ce groupe-là que va partir. Alors, j'essaie de Non, mais c'est très bien, résumer en un fait. peu. Vous Ouais, le faites très bien, on dirait que vous l'avez écrit. En fait, à partir de la baronne a une idée un jour, comme elle en a marre de tous les petits coups là, ils sont toujours en quête d'argent, ils ont besoin d'argent, ils font des petites choses à droite à gauche, mais Des petits coups, oui, voilà, comme des ça. petits coups, ils en ont marre et elle veut frapper un grand coup, la baronne, et elle a une idée forte. Elle décide de voler la Grande Tour Eiffel. Donc la Grande Tour Eiffel, dans ce pays imaginaire, c'est un grand monument emblématique du pays qui est en fer et voilà, qui est connu dans le monde entier, qui représente un peu le pays, mais qui est fait comme une espèce de mécano finalement. Et donc la baronne se dit, voilà, si on réussit à rassembler suffisamment de gens, c'est-à-dire des dizaines, des milliers de gens, tous ensemble, en une nuit, on s'y met tous, on démonte la tour, on l'embarque et on demande une rançon pour la rendre, quoi. Ce que je trouve une idée assez intelligente. Bonne. Hein. Bah oui, c'est un joli coup. Ouais. Bon, et puis donc ça part de là, et en fait ils se rendent compte qu'ils ont effectivement beaucoup de gens qui sont prêts à les suivre, donc c'est parce que ça passe par les réseaux sociaux évidemment aussi, tout ça, et donc il y a des dizaines de milliers, et très vite des centaines de milliers, voire des millions de gens qui adhèrent à leur projet. Et ce projet prend petit à petit non seulement une ampleur de plus en plus grande, mais une autre forme. C'est-à-dire que à un moment donné, la baronne se dit, plutôt que vu tous ces gens qui en ont marre d'être maltraités dans la vie, d'être molestés, etc., d'être dépossédés, d'être... voilà. Plutôt que de prendre la Grande Tour Eiffel, on peut simplement, pourquoi pas, prendre le pouvoir, tout simplement, quoi. Ouais, ça monte. Et donc, le livre, c'est cette histoire-là. C'est l'histoire du peuple qui décide de Puis un reprendre, 1er mai, on l'a pas dit. voilà, de Tant qu'à reprendre faire. en main son destin, Voilà. tout simplement. Et donc aujourd'hui, vous pensez que ça peut arriver encore, ça? Parce que quelque j'espère. part, ça vous chatouille un peu les oreilles, ça. Oui, alors c'est vrai ça se passe pas en France, mais il y a parfois des analogies avec ce qu'on a connu ces dernières années, voire ces derniers mois. Qu'est-ce que vous voulez me faire dire? Rien du tout. Ouais, on peut se poser la question. En tout cas, c'est vrai on que se la pose, nous, lecteurs, en tout cas. Ouais. Des études montrent, enfin, on le voit déjà, on le sent, et des études le démontrent que, effectivement, de plus en plus, ce que l'on considère comme des démocraties, comme la nôtre et d'autres soi-disant démocraties dans le monde, finalement, sont de plus en plus ont tendance à se transformer en oligarchie. Alors, c'est vrai que les exemples, non seulement chez nous, mais en ce moment aux États-Unis, par exemple, effectivement, c'est assez flagrant quelque part, quoi. C'est des élites, c'est des petits groupes, des petits groupuscules même de gens en général très riches et ceux qui possèdent, voilà, qui finalement ont la main mise sur tout, quoi, sur la société et sur nos vies en fait au final, quoi. Et donc on peut s'interroger, moi je me suis pas mal interrogé sur le fait, est-ce que vraiment on est dans une démocratie? Moi je trouve que les derniers événements qui se sont déroulés chez nous me font douter de ça. Ouais, ça vous fait un peu peur même. Ouais, oui, ça peut faire peur. En tout cas, ça me fait douter du fait qu'on soit vraiment en démocratie. Bon, je ne veux pas trop rentrer dans le débat politique parce que j'ai fait d'autres rencontres autour de ce livre et
ça peut partir vite. Donc, je ne veux pas rentrer là-dedans, je veux qu'on reste quand même dans le livre, dans la dans littérature. votre histoire. Mais voilà, on peut s'interroger sur la manière dont nous sommes gouvernés et sur la réalité de ce qu'on appelle démocratie chez nous, quoi. Oui, c'est important. Est-ce ça, que hein. est-ce que le premier, comment dire, la première condition d'une démocratie, ce n'est pas que ce soit les gens pour qui on a voté qui gouvernent? Est-ce que vous voulez faire passer un message à travers ce livre? Je pose la question, c'est tout. Voilà. Quelqu'un veut répondre? Je ne sais pas. Non, je ne vais pas commencer. Non? Je sais qu'une ville, Nice est une ville de gauchistes, donc je ne vais pas commencer à me lancer là-dedans. Et si on parlait donc de ce Peabody? Parce que moi, il m'amuse beaucoup quand même. Ouais, alors Gabriel Peabody, effectivement, ils ont tous un côté un petit peu caricatural, parce que, comme je le disais, c'est une farce, donc dans la farce, on grossit le trait, quoi, un petit peu. Bah mais, oui. mais en même temps, j'espère qu'ils ne sont pas seulement des caricatures. Je pense que Parce que vous n'avez pas choisi son nom par hasard. rien n'est laissé au hasard. Bah oui. Ouais, donc effectivement, donc Gabriel Peabody, le conseiller, l'homme de l'ombre, très ambitieux, très cynique finalement, très intelligent aussi, parce qu'il y a une forme d'intelligence là-dedans. Voilà, un de ces jeunes loups là, qui sortent des grandes écoles et qui... Voilà, dont on peut se demander quels sont les objectifs finalement lorsqu'ils se lancent dans la politique ou c'est juste comme ça. Est-ce que leur objectif est de faire en sorte que est-ce que c'est le bien public leur objectif finalement? Oui, on a le sentiment, en tout cas dans votre livre, que vous avez envie que tous ces personnages à un moment ou à un autre se retrouvent pour former finalement une personne. Une personne, je sais pas. Mais ses travers, non, mais comprendre l'autre, quoi. On sent ce besoin d'humanité, de quelque chose de plus bienveillant. Alors oui, il y a effectivement un besoin d'humanité, mais le problème, c'est que le fossé entre ces deux groupes, entre ceux qui gouvernent, ceux qui possèdent, et les autres, ceux qui sont possédés, si on peut dire, le fossé, comme dans la vie, finalement, est de plus en plus profond, quoi. Mais vous mettez tout sur la table, voilà. Oui, je mets sur la table, mais je montre que c'est justement, effectivement, très compliqué de faire une société unie avec ce fossé qui est de plus en plus profond et qui scinde en deux, vraiment. Alors, c'est pas en deux, c'est un petit groupuscule et l'ensemble de la population. On dirait parfois que l'élite dirigeante a fait une sorte de sécession, finalement, quoi, voilà, c'est eux qui se regroupent entre eux d'une certaine manière et qui tirent tout le profit qu'ils peuvent de l'ensemble de la société en laissant celle-ci aller à volo, quoi. Et donc, c'est effectivement, oui, bien sûr, comme le but mon idéal, si on peut dire, c'est que ce serait que, oui, il y ait une seule société où il y a plus d'égalité, plus de justice, plus de tout ça. C'est un peu naïf de dire ça, mais en même temps, c'est la vérité, quoi. Moi, c'est ce genre de société que j'aimerais voir se mettre en place. Oui, mais je pense que quand on lit le livre, moi, je suis presque plutôt du côté, Du côté de quoi? Des riches? Non, non, justement, je me laisse embarquer par les autres. Bah ouais, c'est normal. Je vous disais, j'aime bien Mo. Mo, pour ceux qui n'ont pas lu le bouquin, tous ces personnages qui finalement sortent un peu quelque part plus que les autres. Bah évidemment, je pense que si on a un peu de cœur et une humanité, on penche plutôt vers du côté de... Oui, même s'ils sont fourbes, même si c'est des voyous. Effectivement, même si ils ont beaucoup de défauts et pire que ça. Mais ils y vont. Mais ouais, et puis en même temps, pourquoi ils en sont là aussi? Parce qu'il y a la question, là, pourquoi ils en sont arrivés à ces extrémités-là? Peut-être qu'il y a un moment donné où ils n'ont pas eu le choix, quoi. Voilà, c'est tout ce truc-là. Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à devenir hors-la-loi? Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à voler quelqu'un ou à tuer quelqu'un même? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui franchissent des milliers de kilomètres dans le désert, qui traversent la Méditerranée sur des rafiots et qui au risque de se noyer pour aller dans un autre pays? C'est pas le plaisir, c'est pas par plaisir qu'ils le font. Oui. C'est parce qu'ils peuvent pas faire autrement à un moment donné, où ils crèvent, ou ils essayent ça. Donc, voilà, ils essayent ça. Le problème, c'est que
on se pose aussi la question de savoir comment ramener cette société à plus de justice, à plus d'égalité, à plus oui, quelque chose de plus uni, quoi. Comment? Si les manifestations dans la rue populaires, grandes, où il y a des millions de gens qui sortent dans la rue pour manifester des idées, des choses, si elles ne sont pas entendues par ceux qui dirigent. Si, quand on vote pour certaines, on vote pour des représentants et que finalement ces représentants ne vont pas au pouvoir, ne vont pas au gouvernement, c'est-à-dire que si finalement on se moque complètement du vote des gens, qu'est-ce qui reste comme solution? Bah oui. Bah oui. Qu'est-ce qui reste comme solution? Voilà. Là, vous me posez une Donc colle. eux, ils ont leur propre solution à eux, dont on peut discuter, qui est pas idéal, loin de là. Moi, à la base, je suis absolument non violent. Moi, je suis quelqu'un voilà, j'ai horreur de la violence. Ça me terrifie. Voilà, j'ai vraiment. Mais c'est là aussi où je leur en veux parfois justement à nos dirigeants, c'est que ils ont tellement abusé, je trouve, dans un sens, dans le sens du mépris, dans le sens de pas écouter, etc., qu'il y a un moment donné où même moi, je ressens une forme de violence, d'envie de violence envers colère, eux. Ouais. Voilà, vraiment de colère. En fait, effectivement, c'est un livre marrant, mais qui a été motivé par beaucoup de colère. Ouais, c'est ce que j'allais vous poser comme question, parce que je pense qu'effectivement, ça a dû monter. Ils m'ont vraiment mis en colère. Oui, bah oui. Et continue, si je dois être franc. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, vous remettez aussi sur la table tous ces sujets actuels. Je pensais notamment à cette rencontre avec Annette et Chantal, l'histoire de cette femme, Chantal, qui finalement a aussi une histoire qui nous touche, nous, d'abord en tant que femmes. La violence conjugale, vous en parlez. Donc, quelque part, plus on lit, plus on rentre dans tous ces personnages et plus on se rend compte finalement que tout ça, on le connaît, on l'a entendu là. C'est les sujets qu'on entend tous les jours à la radio. En fait, vous avez essayé de leur donner ce profil-là. J'imagine que c'est pas par hasard. Non, c'est pas par hasard. Ce que j'essaie de leur donner, tout simplement, c'est de l'humanité, quoi. C'est pas que ce soit pas simplement des silhouettes. Il faut que ce soit des personnages. Dans les romans, dans les miens, comme dans la plupart des romans, à quelques exceptions près, tout passe à travers les personnages. Donc il faut vraiment que vos personnages, on y croit. Il faut qu'ils aient une épaisseur, qu'ils aient une étoffe, qu'ils aient voilà, qui est non seulement un physique, mais un esprit, un cœur, une âme, une histoire. Et donc oui, j'essaie de donner une histoire à ces gens-là. Moi, mon boulot, c'est ça, c'est d'inventer des vies, quoi. D'inventer des vies. On invente, mais on n'invente rien. Tout ce qu'on invente, on le prend aussi dans ce qu'on voit, dans ce qu'on entend, dans ce qu'on ressent, dans toutes ces choses-là. Donc, et on essaye après de prendre tout ce matériau et de le sculpter pour en faire des personnages et pour en faire une histoire après qui est avec ces personnages. Et voilà, donc oui, de plus en plus. Et comme je vous disais tout à l'heure, moi je ne les connais pas non plus au départ, ces personnages. Donc ça me permet aussi de mieux les connaître, de rentrer dans leur histoire comme ça. Parce que je me rends compte que justement, je ne veux pas rester à la surface, je ne veux pas rester superficiel par rapport à eux, et qu'il faut que j'aille creuser un peu. Et donc je vais creuser dans l'histoire de Chantal, et je m'aperçois que oui, elle a subi des choses dans sa jeunesse. Voilà, c'est toujours la même question. Pourquoi elle en est arrivée là? Comment et pourquoi elle en arrive là? Non, je pense que c'est profondément humain, en fait. Oui. Et vous avez raison de parler de cette épaisseur, parce qu'on rentre... Enfin, je ne sais pas comment vous le vivez, vous, quand vous écrivez. On se pose la question aussi en tant que lecteur. Mais est-ce que ces personnages, finalement, vont encore vivre longtemps après? Est-ce qu'ils reviennent en vous? Non. Une fois que c'est fini, c'est fini. Ouais. C'est au revoir. Ah ouais, non, adieu, terminé. Comme ça, moi. Non, ouais, c'est... Oui, non. Parce que moi, je sais pas comment ça se passe. Moi, je les ai encore dans la tête. Enfin, je suis encore oui, avec ça, eux. j'espère. Je pense à eux, quoi, voilà, quelque part. Effectivement, mais non, parce que moi, en général, j'attaque assez vite un autre bouquin. Donc, il faut que j'évacue cela pour passer à d'autres, quoi. Et donc, non, et c'est même pire que ça, je vais vous dire. Des fois,
je bosse la journée et puis hop, j'arrête de bosser, je passe à autre chose, quoi. Ça y est, je pense plus à eux. Mais vous savez partitionner, quoi. Ouais. Tout couper. Quand il Ouais. faut dormir, il faut dormir. En fait, c'est pas si vrai parce que je me rends compte parfois que même si je crois ne pas penser au bouquin, tout à coup, alors que je suis en train de faire un truc qui n'a rien à voir, je me dis ah ouais, tel mot, c'est ça le mot que je cherchais depuis. Ah, moi, je pensais que vous étiez plutôt quelqu'un d'hyper cérébral. Non, pas du tout. Moi, Ah ouais? Non. Ok. Non, je sais plus si à vous je disais ça tout à l'heure, moi je réfléchis le moins possible. Donc, je crois que si je commence à trop réfléchir sur ce que je vais écrire, ça me bloque totalement. C'est vrai? Ouais. Ah ouais. Ça paraît tellement une montagne que je me dis, oh là, je vais jamais y arriver. Donc, oui, en fait, vous ne vous laissez pas tomber. submerger par. Non, il faut que. C'est pour ça que je passe par le biais de la musique, comme je disais tout à l'heure, par le biais des mots, vraiment. Voilà, l'homme a les 2 pieds dans la tombe. Je réfléchis pas, j'écris juste ça parce que ça sonne bien à mon oreille. Et une fois que j'ai écrit ça, il faut que j'enchaîne et que je sache qui est cet homme et pourquoi il est dans la tombe. Alors, on disait justement au tout début, vous aviez envie de transmettre aussi, donc peut-être, ouais, transmission, partager cette passion de l'écriture avec des collégiens. Vous allez vous faites des ateliers, des animations, des résidences. Alors, avant de faire tout ça, je fais des livres. Ouais. Déjà. Effectivement, j'écris des bouquins aussi pour les collégiens, pour les ados, pour les petits aussi. Donc, je bouffe à tous les râteliers, on peut le dire. Non, mais ça peut être intéressant, moi, je trouve. Mais c'est tout à fait intéressant, bien sûr. Et c'est vrai que l'avantage, souvent, avec quand on écrit pour la jeunesse comme ça, c'est on est assez régulièrement invité dans les établissements scolaires ou dans ce genre de choses pour aller discuter, oui, avec les classes, avec les jeunes, etc. Et donc, c'est intéressant. Oui, parce que là, pour le coup, vous avez un regard un peu plus neuf, mais vous devez être confronté aussi à des jeunes qui sont peut-être parfois aussi en difficulté. Les jeunes, ils sont d'une certaine manière représentatifs de la société en général, c'est-à-dire que il n'y en a pas beaucoup qui lisent. Déjà. Ouais. Donc c'est déjà bien quand ils ont lu le bouquin, c'est déjà bien. Et puis après, on en discute, et puis on se rend compte effectivement qu'il y a parfois des grosses lacunes, quand même. Des grosses lacunes au niveau de la lecture chez les jeunes. Enfin, je dis chez les jeunes parce que là on parle des jeunes, mais ça peut être pareil chez les adultes. Combien de fois j'ai entendu des parents qui me disaient mais comment je pourrais faire pour que mes enfants ils lisent et tout. Puis je leur dis mais vous lisez? Ah bah non. Pourquoi vos enfants liraient si vous ne lisez pas, quoi. Déjà, c'est pas gagné quand vous lisez que vos enfants le fassent. Hein, je suis bien placé pour savoir que c'est pas automatique. Mais si en plus vous lisez pas, je vois pas pourquoi ils se mettraient à lire aussi. Et ceci dit, ça peut arriver aussi. Hein. Il y a des parents qui lisent pas du tout et des gamins qui lisent beaucoup. Mais ouais, parfois c'est vrai que je suis un peu pessimiste sur l'avenir de la littérature. Ouais. 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 Alors bon, en même temps, je suis un pessimiste sur beaucoup de choses. Mais oui, sur l'avenir de la littérature aussi. Ouais. Oui. Oui, parce que je me rends compte, donc en discutant avec ces jeunes, que c'est pas, comment dire, ils lisent tellement peu finalement qu'ils ne savent pas lire. Et encore une fois, c'est valable pour les moins jeunes aussi. Je fais souvent ce petit sermon sur la lecture, mais la lecture, si on veut être un lecteur, voire un bon lecteur, il n'y a qu'une manière possible, c'est de lire. Donc de lire, plus vous lirez, plus vous serez entraîné à lire, plus vous aurez une chance de comprendre et éventuellement d'apprécier ce que vous lisez. Si vous lisez un bouquin par an ou un bouquin tous les 2 ans, vous ne saurez jamais lire. Vous savez déchiffrer, mais vous ne savez pas lire. C'est ce qui est 2 choses complètement différentes. Donc, je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui ne savent pas lire
voilà, là, ils ont lu le bouquin parce que la prof les a plus ou moins obligés parce que je venais les voir. Donc, mais après, quand on en discute, je me rends compte qu'ils n'ont pas forcément compris tout, quoi, voire rien. Donc oui, ça m'inquiète un peu parce que je trouve quand même qu'un peuple qui ne sait pas lire, c'est encore une arme de plus pour les dictateurs, finalement. Et ça, c'est aussi inquiétant. Alors, bon, même sans aller jusque-là, c'est triste, quoi. C'est triste, je trouve, parce qu'il se passe de ce qui est, à mon avis, un des plus grands plaisirs de la vie, quoi, tout simplement, déjà. Vous pensez que c'est dû à quoi, alors, ce problème de lecture, à part effectivement l'éducation Est-ce que vous pensez que l'histoire des réseaux Je pense que il y ça a n'a jamais quelque chose été un qui... truc. Faut pas croire que c'est tellement pire maintenant qu'avant, hein. Je pense que ça a été. Je veux dire, avant, c'est pas 90% de la population qui lisait. C'est pas vrai. Je veux dire, c'est toujours été un pourcentage de la population. Et quand je dis lire, c'est lire vraiment, quoi, lire régulièrement, etc. Pas encore une fois, pas un bouquin tous les 10 ans. Donc, ce pourcentage, il a toujours été, à mon avis, assez faible. Et peut-être qu'il s'est encore un petit peu plus, il a encore un petit peu plus augmenté, ce pourcentage de non-lecteurs, parce qu'évidemment, il y a, oui, aussi plein de choses, comme, regardez, même vous lisez plus, vous regardez l'écran. Moi, j'ai fait comme tout le monde, mais c'est bien aussi. Hein. Mais bien On sûr, peut lire je sur les plaisante, écrans. Hein. je plaisante. D'ailleurs, dans votre livre, il y a les réseaux. Vous les mettez aussi. Tout Alors, à fait. on ne sait pas comment on doit les prendre non plus. Oui, non, mais bien sûr, mais il y a toutes ces tentations, effectivement, toutes ces Je pense qu'ils choses lisent qui... quelque part. et ils ont là... Ils lisent plus, alors peut-être sur leur tablette, mais moi j'ai le sentiment qu'on a l'impression qu'ils lisent pas, mais est-ce qu'ils vont pas finalement s'instruire plus rapidement, puisqu'ils ont accès à tout aujourd'hui? Moi, comment dire, je suis de la vieille école, quoi. Donc, Vous avez toujours lu très vite? Comment? Vous avez toujours lu? Ouais, moi j'ai très, très toujours vite. lu, et j'ai Dévorié? toujours lu du papier, et c'est comme ce truc dans les médiathèques, justement, dans les bibliothèques. Alors, je peux en parler parce que ma femme est bibliothécaire, donc on a eu quelques discussions là-dessus. Bon, on sort un peu du sujet là, mais bon. Pas grave. De dire, par exemple, est-ce qu'il faut mettre des jeux vidéo, des jeux machin dans les bibliothèques pour attirer les jeunes? Donc, elle était plutôt partisane de dire oui. Partisante, on dit, ou partisane? Partisante. Ouais. Ouais. Et moi, j'étais plutôt circonspect là-dessus, c'est-à-dire je doute un peu sur ce truc de dire, parce que l'argument c'est, voilà, on les capte en leur proposant des jeux vidéo, et puis une fois qu'ils sont à la bibliothèque, ils vont aller vers les livres. J'y crois pas du tout. Peut-être que je me trompe, hein, et j'espère que je me trompe, tant mieux. Moi, je pense qu'ils vont venir jouer aux jeux vidéo et qu'ils vont ressortir après. C'est tout. Et bon, pourquoi pas? Après, ça peut être très bien, il y a des jeux vidéo très bien, et il y a d'autres choses dans la vie que la lecture aussi, hein, c'est pas la question, mais je trouve que c'est hypocrite de dire on va les attirer par d'autres biais comme ça pour les faire aller vers la lecture. Non. Non, je pense il vaut mieux un bon coup de fouet ou des trucs comme ça. C'est beaucoup plus efficace. C'est radical. Ouais. Vous avez des enfants qui lisent, vous? Ben non, j'ai pas assez donné de coups de fouet, donc ils lisent pas autant que j'aimerais. Mais ils vous lisent, vous, au moins? Même pas toujours, non. C'est vrai? Ouais. Alors, ces projets, on en parle? Parce qu'on parle de... Vous êtes une machine à écrire, donc... Non, pas exagérer, mais... Qu'est-ce que vous voulez que je vous parle des Oui, les prochaines sorties, vous travaillez Ouais. sur quoi en ce moment? Alors, je ne vous dirai pas sur quoi je travaille parce que je ne parle jamais de ce que je suis en train de faire tant que ce n'est pas sorti. Par contre, il y a effectivement une grosse actualité, comme on dit. 3 livres qui vont sortir en 3 mois. Ouais, carrément. Alors, un bouquin là, qui vient de sortir pour un roman pour la jeunesse, justement, un roman ado qui s'appelle Le Dernier Hiver, qui est paru au Rouergue. Il y a une belle critique dans Télérama cette semaine, si vous voulez. Le
le mois prochain, un autre roman pour ados sur un sujet complètement différent, un ton complètement différent, qui sort chez Rajo, qui s'appelle J'ai rien dit. Et en avril, un bouquin pour adultes, on va dire, chez Bûcher-Chastel. Cette fois, ce ne sera pas chez Ulma. Parce que c'est une proposition que m'a fait Bûcher-Chastel, où il lance une nouvelle collection, justement, qui a un lien avec la musique. Donc voilà, ils m'ont demandé si je pouvais leur écrire un texte. Donc ce sera le premier texte de cette collection. Et ça s'appelle La pentatonique du cœur. Ah, c'est joli ça. Ouais, c'est pas mal. Donc c'est une espèce d'autobiographie fictive. Alors avec toujours autant de personnages, beaucoup de personnages, parce que Non, quand on est un même, peu finalement, plus. vous en avez beaucoup, ouais. Là, il y en a beaucoup. Là, ce sera un peu plus centré sur moi qui n'est pas moi. Non? Ah oui, Voilà. un sur vous qui n'est pas vous. Voilà. C'est compliqué là. Ah ouais. Ça veut tout dire. Est-ce que vous avez des questions à poser? Vous voulez intervenir sur le livre de Marcus? Non? Est-ce qu'il y en a qui l'ont lu déjà? D'abord, est-ce qu'il y en a qui l'ont lu? Ah bah si. Non? Est-ce que vous avez envie de le lire? Est-ce que vous a donné envie en tout cas? Bon, ça déjà c'est positif. Non, c'est un roman, pour revenir plus précisément à ce roman, donc qui est, moi quand je l'ai présenté à mon éditrice, avant l'écriture de ce que j'imaginais, c'était, je lui ai dit, écoute, dans ma tête, ça devrait être un tiers conte de fées, un tiers farce et un tiers satire politique. Donc voilà, en gros, ça tourne autour de dans ces trois registres-là. Donc oui, il y a une petite partie un peu conte de fées, je trouve quand même. Ah oui, conte, fable. Ouais, oui, voilà, il y a plein de choses. ce genre de choses. Il a été accueilli comment ce Parce que livre? là, alors effectivement, il est beaucoup question de politique, de social, etc. Mais il y a aussi des histoires d'amour. Hein. Moi, je ne raconte que des histoires d'amour en réalité. Déguisées sous des aspects divers, mais voilà. Donc il y a des histoires d'amour, il y a tout. Ouais, il y a beaucoup de choses. Il y a pas mal de choses, ouais, c'est vrai. C'est assez foisonnant. Non, mais je pense que c'est vraiment un livre qu'il faut... Enfin, moi, je dis que c'est le livre idéal, presque pour partir en vacances. Ou pas. Moi, je trouve. Hein. Ouais. Bon, je l'ai lu avant de partir, mais je trouve que c'est... Non, vous nous embarquez, mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le rythme que vous lui donnez aussi. C'est pour ça que je vais vous parler un peu de ce côté musique, parce que je pense que dès le début, quand on est pas... moi, je dis souvent, j'ai presque envie de le lire parfois à haute voix, parce que ça y va, quoi. Ouais, bah vous mélangez un peu voilà, tout. comme je vous dis, je travaille là-dessus avant tout, sur le son et le rythme, quoi. Donc c'est la première chose qui compte. Donc ouais, j'essaie de faire en sorte et puis c'est vrai que c'est important le rythme voilà, pour qu'on ait envie de lire, pour qu'on soit touché aussi quelque part, quoi. Je pense qu'il y a une émotion qui passe par le rythme. C'est un livre qui compte dans votre œuvre, celui-ci. Tous comptent. Non, mais je sais pas. Oui, je me dis 2 ans quand même pour l'écrire, c'est quand même. Ouais, mais après c'est souvent ça. Hein. J'ai l'air d'en avoir écrit beaucoup comme ça, mais c'est les hasards des sorties qui font que tout sort en même temps. Mais ça, c'est parce que c'est les éditeurs qui choisissent les dates de sortie. Mais il y a des trucs qui ont été écrits avant. Mais bon, quand j'écris des romans. Voilà, assez épais, un peu comme celui-ci, c'est au minimum 2 ans, quoi. Alors juste pour terminer, vous avez mis longtemps à trouver le titre, Aux marges du palais, ou Non, c'est quasiment la première chose qui m'est venue. Première idée. Ouais. Oui, un titre, c'est vrai, on se demande toujours si il vient à la fin, s'il vient au début. Ouais, alors ça peut venir effectivement n'importe quand, et parfois on galère à trouver un titre, même quand le bouquin est fini. Certaines fois, on a eu beaucoup de mal à trouver un titre qui nous plaisait vraiment, quoi. Mais là, là pour moi, c'était évident, quoi. Ça faisait. En tout cas, ça intrigue. Ouais, alors ça fait sourire aussi. En plus, aussi. pour moi, c'est étrange parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est évidemment en référence à la chanson Aux marches du palais, qui pour moi était une chanson que tout le monde connaissait, un peu comme Au clair de la lune ou ce genre de truc. Mais en fait, je me suis rendu compte que non.
Ah bon? En fait, ouais, il y a pas mal de... Enfin, il y a des gens qui connaissent pas du tout cette chanson. C'est la première chose, quand j'ai au marche Bah du ouais, palais, je vais y chanter, quoi. Au marche du... Hein? Bah oui, mais pour moi, c'est évident, mais en fait, non. Donc, je pense qu'il y a des gens qui doivent pas voir la référence, ce qui est pas très grave, hein, c'est pas... Non, mais au point que même moi, quand je travaillais sur votre livre, souvent, parfois, j'écrivais au marche. Vous voyez, parfois, je faisais même le... Alors, il y a une explication au fait aussi que ça s'appelle Aux marches du palais dans le livre. Hein. C'est parce que la princesse, donc je dis Annette, la princesse, mais Annette, la fille de l'archimaréchal, c'est elle qui chante cette chanson, mais Annette, elle gogote. Vous savez, il y a zozoté en zozote, et elle gogote. Donc, en fait, à la place de dire che, elle dit je. Et inversement, elle a un défaut de prononciation, quoi. Et donc, elle ne peut pas dire aux marches du palais, elle dit aux marges. Oui, ça, il faut le lire pour le voir. Parce que faut que je me creuse la tête pour trouver les choses. Voilà, il faut le lire d'abord. Sinon, on s'arrête tout de suite. Moi, le titre, déjà, ça m'a fait rire, quoi. Comment? Moi, le titre, déjà, quand j'ai eu le livre, je dis aux marches du palais, aux marches du palais. Il ne s'est pas trompé. C'est quoi? C'est vraiment ça. Ok, très bien. Bon, on va rigoler, je pense. Non, puis en plus, oui, c'est comment dirais-je, symbolique. Ouais. En tout cas, Marcus Malt, ce fut un honneur, voilà, pour moi, pour toutes ces personnes qui sont venues, de vous avoir reçu, d'avoir lu votre livre et de vous avoir, voilà, d'avoir pu en parler avec vous. Merci. Merci et à franchement, vous. je vous invite à le prendre juste à côté. Voilà, il y aura des dédicaces. Ah, il y a des questions, génial. Oui, bonjour. Bonjour. Merci. Il y a, dans la carrière de Marcus, il y a aussi des interventions musicales qui sont marquées, qui sont une reprise de ses livres dans lesquels il y a la lecture qu'il fait lui-même et un musicien ou une musicienne qui sont là avec lui. Est-ce que tu as l'intention de continuer à faire ce genre de choses? Et en particulier, si tu l'as, est-ce que tu pourrais nous dire dans ce livre-ci l'extrait que tu choisirais si tu... Alors, effectivement, je fais régulièrement ce qu'on appelle des lectures musicales. Donc, j'ai commencé avec des musiciens. Donc, là, ce que tu avais vu, Pierre, à l'époque, c'est autour du bouquin Les Harmoniques, donc, qui était déjà un livre musical à la base. Et j'avais lancé ce projet avec deux musiciens, enfin, plus exactement avec une chanteuse, Virginie Techenet, qui est une très grande chanteuse de jazz française, qui avait d'ailleurs, il y a quelques années déjà, gagné le concours du public à jazz à Nice, là, je sais plus, ouais. Et Gérard Morin, donc musicien qui joue à la fois la guitare et de la contrebasse. On a fait ça pendant pas mal d'années. On a tourné avec ce spectacle pendant 5-6 ans. Ça a très très bien marché partout en France. Et du coup, ça m'a donné envie de continuer et je me suis lancé un nouveau défi. C'est-à-dire que le spectacle suivant, je le fais seul. Donc le spectacle suivant, c'est une lecture musicale autour d'un autre roman qui s'appelle Le Garçon, dont vous parliez tout à l'heure. Donc là, je suis tout seul sur scène, donc je lis des extraits du bouquin. J'ai une guitare aussi, donc je gratouille un peu avec la guitare, je chante des chansons. Et alors, je n'ai pas encore fait des claquettes et des choses comme ça, mais j'y songe. Donc voilà, je tourne aussi depuis pas mal de temps, régulièrement avec ce spectacle-là aussi. D'ailleurs, ce serait très chouette ici, effectivement, sur cette petite scène-là. Donc voilà, j'y pense encore. Le truc, c'est que j'ai un projet de lecture dansée cette fois. J'aimerais bien faire ça avec une danseuse que je connais, qui est une super danseuse. Et comme j'aime bien faire des choses que j'ai pas encore faites, j'aimerais bien. Mais bon, le truc, c'est que c'est beaucoup de boulot, quoi. C'est beaucoup de boulot, et donc je vieillis, quoi. Et oui. Donc, j'ai pas toujours l'énergie qu'il faudrait pour lancer ce genre de projet.
Parce que non seulement il y a les répétitions, il faut le faire, le monter, etc. Puis après, pour que ça puisse tourner un peu, ce qui est le but quand même, voilà. Il faut du temps aussi et beaucoup de choses. Donc dans l'idée, ouais, pourquoi pas. Mais voilà. Pour l'instant, ce que je propose, c'est la lecture du musical du garçon. Voilà. Une autre question? J'avais une question, une curiosité. La pochette du livre, vous l'avez travaillée avec la personne qui l'a réalisée, parce que c'est pareil, il y a un rythme, il y a une musicalité. Je la trouve vraiment très, très, très belle et très en phase avec le roman, même s'il n'y a pas de personne sur la pochette. Ouais. Non, alors non, en général, je ne participe pas à la conception des couvertures. Chez Zulma, c'est je sais pas comment on dit, un designer ou je sais pas quoi, enfin, comment on appelle ça? Peut-être un designer. Ouais. Un graphiste. Un graphiste, ouais, anglais qui fait toute la collection de Zulma depuis une bonne dizaine d'années maintenant. C'est pour ça qu'il y a cette patte un peu qu'on reconnaît les bouquins Zulma. La seule chose que le seul avis que j'ai pu donner sur cette couverture, c'est sur la couleur. En fait, on m'a proposé donc la couverture sur plusieurs couleurs différentes. Et donc j'ai donné mon avis sur celle qui me semblait le mieux. Et bon, il se trouve que ça a été suivi parce que j'étais pas le seul à préférer celle-ci. Mais sinon, non, j'ai pas du tout discuté. On me demande pas mon avis, ni chez Zulma, ni rarement chez d'autres éditeurs. Vous savez, c'est finalement assez rare qui nous laissent le choix. Sauf si on a vraiment une idée, un truc précis, pour une raison précise, on va leur proposer ça, et peut-être ils vont l'accepter, ce qui n'est pas sûr, mais sinon, non, on ne nous demande pas grand-chose. En fait, l'auteur choisit très peu de choses. Ni la couverture, ni le format, ni le prix, ni la date de sortie, voire parfois le titre. Contractuellement, c'est l'éditeur qui a le choix du titre aussi. Ouais. Oui. On est peu de choses. Ah, c'était le mot de la fin, ça. Merci. Merci beaucoup. Merci.